Cet après-midi, je retrace le destin d'un homme de l'ombre qui a pourtant illuminé le 7e art, ou la véritable histoire de Bernard Nathan, le géant du cinéma français rayé de l'histoire. Pourquoi cet homme de l'ombre l'est-il resté à tout jamais? Pourquoi sa légende est-elle aussi noire? La France a-t-elle fini par reconnaître son rôle dans le cinéma et même bien au-delà? Le froid a vidé les rues de Paris. En cette soirée du 23 janvier 1927, au pied de la butte Montmartre, les rares passants de sortie assistent, étonnés, à un ballet de voitures luxueuses. Toutes s'arrêtent devant une grille en fer forgé au 6 de la rue Francoeur. On reconnaît des journalistes, des artistes, des hommes politiques et même un ministre. Mais la vedette de la soirée, celle qui attire tous les regards, c'est Edna Purviance. Edna Purviance? Mais si, vous connaissez son visage. C'est une superstar planétaire, l'héroïne de plus de 30 films de Charlie Chaplin, The Kid, Les Migrants, Charlotte Marie. Edna, la jeune ingénue, ses grands yeux étonnés, son sourire expressif. Ce soir, c'est le cinéma qui est à la fête. On inaugure les studios Francoeur, une usine à films installée au cœur de Paris. Ici, sous 2 toits terrasses en béton qui dominent la ville, on peut fabriquer un film de A à Z. La centaine d'invités découvrent les plateaux flambants neufs, les loges des artistes, le matériel de tournage dernier cri, les laboratoires pour développer les films et les salles de montage où les metteurs en scène donneront la dernière touche à leur œuvre. Un investissement formidable, de quoi défier Hollywood. À 22h, c'est le clou de la soirée. Edna Purviance se détache des invités pour aller en plateau enregistrer une scène devant eux. Elle joue avec le jeune Albert Préjean, une histoire d'éducation amoureuse. Les convives découvrent en direct la magie du 7e art en train d'opérer. Ils s'extasient, échangent leurs impressions sans gêner le moins du monde le tournage. Et pour cause, le cinéma est encore muet. 1 heure plus tard, une nouvelle surprise attend les invités dans la grande salle de projection. Les acteurs du petit film qui surgit à l'écran, mais oui, ce sont eux. Sans qu'ils s'en aperçoivent, ils ont été filmés depuis leur arrivée. Puis les images ont été développées et montées sur place dans un temps record. Les applaudissements fusent, la magie est totale. Autour du buffet, le champagne coule à flot. La soirée est un triomphe. Tout le monde veut féliciter l'homme qui a rêvé et fabriqué ces studios. Cet homme qui va bientôt réinventer le cinéma français. Cet homme s'appelle Bernard Nathan. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'il a été la victime de la plus ignoble injustice de l'histoire du cinéma français. Je vous raconte cet après-midi une aventure qui, hélas, finit mal. Bernard Nathan n'a pas encore 40 ans. C'est un homme élégant, les cheveux bruns plaqués en arrière, la moustache finement lissée, style année folle mais en version sage. Lui, toute sa vie, tout son temps, il les donne au cinéma. Cela fait presque 20 ans qu'il s'est lancé. Il est à la tête de Rapid Film et c'est vrai qu'il va vite. En raccompagnant ses invités après la folle soirée d'inauguration de ses studios à Montmartre en janvier 1927, l'ambitieux producteur évoque déjà son prochain projet. Ce sera un film sur Jeanne d'Arc, une fresque comme on n'en a jamais vu en France, une super production. Producteur doté d'un vrai flair, Nathan cherche à adapter des pièces ou romans qui ont déjà connu le succès ou évoquer des histoires archi-connues du public. Va pour Jeanne d'Arc, aucun long métrage ambitieux ne lui a encore été consacré. Lui voit les choses en grand. Les scènes en extérieur seront tournées dans des décors réels. Ce sera la cathédrale de Reims, la basilique de Vézelay, les remparts de Carcassonne, Aigues-Mortes, Mazamet, le Mont Saint-Michel. Pour une scène de combat, il rassemble 300 figurants. L'armée française fournit des hommes et des chevaux. Un vrai péplum. Pour faire parler du film, Bernard Nathan a l'idée de génie de lancer un grand concours pour le rôle de Jeanne d'Arc, ouvert à toutes les jeunes filles brunes sachant monter à cheval. Des milliers de lettres affluent de toute la France et un jury composé d'écrivains et de cinéastes retient une poignée de candidates qui font un bout d'essai en revêtant l'armure de Jeanne d'Arc. À l'unanimité, Simone Genevoix, 15 ans, est choisie. Le projet reçoit le soutien du président du Conseil, Raymond Poincaré, et du sauveur de la France, le maréchal Pétain. Le tournage dure 2 ans, coûte la somme considérable de 7 millions de francs, mais c'est un immense succès populaire. Un journaliste s'enthousiasme. Cette grande production, honneur de la firme Nathan, œuvre uniquement française, interprétée uniquement par des Français, fera époque dans les annales de la cinématographie.
Un autre renchérit. Monsieur Nathan n'hésite pas à risquer des millions pour nous doter d'une production véritablement nationale, digne de représenter le cinéma français sur le marché mondial. Le producteur est partout salué comme un entrepreneur hardi et un vrai patriote. Mais déjà, Nathan, l'homme d'action, est sur un autre gros coup. Depuis quelque temps, il est entré en négociation pour racheter le tout premier empire du cinéma français, Pathé, la firme au coq qui a porté le cinéma hexagonal au plus haut avant la Première Guerre mondiale. Charles Pathé a compris le premier, dès 1896, que l'invention des frères Lumière allait donner naissance à une formidable industrie. Sa réussite sera fantastique. Pathé fabrique des appareils de projection et de prise de vue, produit des centaines de films, ouvre des succursales dans le monde entier, de New York à Singapour. La société va régner pendant 15 ans sur le cinéma naissant. Mais la gloire est éphémère. Au tournant de la guerre, Pathé se heurte à des concurrents coriaces que sont les grands studios d'Hollywood. Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, Century Fox et RKO Pictures débarquent en force et inondent l'Europe avec des dizaines de films chaque année. Des films déjà amortis, portés par des vedettes internationales. Comment résister ? Pathé recule, Pathé ne peut plus lutter. Le coup de grâce survient en octobre 1927. À New York, c'est la première de The Jazz Singer, le chanteur de jazz. Un événement. Le public se précipite. C'est le tout premier film du cinéma parlant. Un tsunami, et ce virage-là menace de tout changer. Pour passer au parlant, il faudrait investir encore pour le matériel de tournage, des studios, le développement des films, le montage, et il faut adapter les salles de cinéma. Le vieux Charles Pathé jette l'éponge. Cette fois, il en est sûr, ce sera sans lui. Le parlant, il n'y croit pas. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le 1er mars 1929, l'affaire est entendue. Bernard Nathan prend la tête de Pathé Cinéma, qui fusionne avec sa société Rapid Film. La nouvelle société est baptisée Pathé Nathan. Bernard Nathan a racheté une société en déclin, mais il s'achète un nom, une enseigne, une réputation. En homme de communication, Nathan, c'est la force des symboles. Et là, il a monté une nouvelle marche. Et lui, le cinéma parlant, ça ne lui fait pas peur. En janvier 1929, quand le chanteur de jazz débarque à Paris, 1 an et demi après New York, c'est le même engouement. La foule veut voir, les bureaux de location sont pris d'assaut. Nathan, le rapide, décide qu'il sera le premier à produire un film parlant français. Et il tient parole. Les Trois Masques, une histoire de vendetta corse, est tournée à Londres dans le premier studio européen équipé du procédé américain d'enregistrement du son RCA. Il sort à Paris en 1930. Et comme 2 innovations valent mieux qu'une, le film est précédé pour la première fois en France d'un court dessin animé réalisé par un certain Walt Disney, Mickey Virtuose. Le succès est immédiat. Le film cartonne également dans les pays francophones. La maison Pathé Nathan est revenue dans la course. À Paris, on ne parle plus que de lui. Son argent, ses investissements, ses coups médiatiques. Bernard Nathan, le nouveau mogul du cinéma français. Mais au fait, qui est-il ? Il n'appartient pas aux grandes familles. Il n'est d'aucune dynastie industrielle. D'ailleurs, n'a-t-il pas un léger accent ? Bernard Nathan est sous le feu des projecteurs. On veut tout savoir de lui. Ses secrets et ses mystères. Oui, d'où sort-il ce Bernard Nathan ? Ce producteur qui, au tournant des années 30, est en train de faire main basse sur le cinéma français. Des journaux se sont mis à flairer la piste. Et leur première trouvaille aiguise leur appétit. L'homme est bel et bien parti de rien. Et en plus, il n'est pas né en France. Naoum Tanenzaf, de son vrai nom, a vu le jour le 14 juillet 1886 à Iași, en Moldavie roumaine, dans les confins orientaux de l'Europe. Ses parents sont des petits bourgeois juifs qui tiennent une boutique de cristallerie. Naoum, l'aîné des 5 enfants, est un élève travailleur et studieux. Il étudie la chimie à l'université. Curieux des nouveautés de l'époque, il est fasciné par les premiers essais d'animation d'images photographiques, comme on appelle à l'époque le cinéma, qui est né presque en même temps que lui. Mais l'avenir en Moldavie s'annonce tourmenté. Au tournant du XXe siècle, en Roumanie comme ailleurs, la communauté juive est régulièrement la cible de pogroms. Après une énième éruption de violence, le jeune homme se décide. Il va émigrer vers l'ouest, comme des milliers d'autres juifs roumains. Sa destination ? Une évidence, ce sera la France, la patrie de la liberté et des droits de l'homme, et aussi le pays des frères Lumière.
Naoum Tanenzaf débarque alors à Paris en 1906. Il a 20 ans et il parle un français parfait. Toujours tiré à quatre épingles, c'est un jeune homme sérieux et entreprenant. Son premier travail, il le décroche grâce à ses connaissances de chimiste au tirage des copies de films chez Pathé. Puis, il trouve un emploi de projectionniste, toujours le cinéma. C'est une industrie naissante, exactement ce qu'il faut à un nouveau venu. En 1909, celui qui ne s'appelle pas encore Bernard Nathan crée avec deux amis Ciné Actualité, qui réalise et loue des courts-métrages réalistes et burlesques, coquins parfois aussi, puisque la demande est forte. La même année, il se marie avec Marcel. Elle est veuve, elle a 50 plus que lui, et une douzaine de centimètres aussi. Mais Naoum n'a que faire des conventions. Il a trouvé une femme aussi énergique que lui, qui travaillera avec lui et le soutiendra toute sa vie. Le voici marié et lancé dans les affaires 3 ans après être arrivé dans la capitale. En 1912, il crée donc sa société Rapid Film, qui fait tourner 4 ateliers de fabrication de films dans le nord de Paris. Pour faciliter les affaires, il se fait désormais appeler Bernard Nathan. Bernard, un prénom bien français, et Nathan, les premières syllabes de son prénom, Naoum, et de son nom, Tanenzaf. Ces films d'actualité sont de vrais reportages. Pour la semaine du 18 février 1913, il produit des images sur la vogue des premiers bains de mer, un spectacle de music-hall, une course automobile. Nathan est sur tous les fronts. Quand un de ses opérateurs se voit refuser l'accès à une réception ministérielle, il lui demande de grimper sur ses épaules pour pouvoir filmer. Nathan fait ses armes et les affaires marchent plutôt bien. Mais le 2 août 1914, le tocsin retentit dans toute la France. C'est la Première Guerre mondiale. Nathan n'hésite pas. À la fin du mois, il s'est déjà engagé. On ne l'a pas pris dans l'armée régulière car il est étranger. Alors, il est allé tout droit à la Légion étrangère. Il est chauffeur, il conduit les soldats sur le front, évacue les blessés sous les bombardements. Intoxiqué au gaz dans la Marne, en 1916, il est hospitalisé plusieurs mois. Démobilisé en octobre 1918, il rentre avec le grade de sergent et la croix de guerre avec palme. Pendant la guerre, Marcel, quant à elle, a fait tourner la boutique et les affaires reprennent aussitôt. Rapid Film immortalise la première course aérienne de l'histoire, le combat du siècle des boxeurs Georges Carpentier, les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Entre-temps, en 1921, Nathan a vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. Il a été naturalisé français en reconnaissance de son engagement durant la guerre. Rien ne l'arrête plus. À partir de 1926, les productions Nathan se lancent dans les films de fiction. Le romancier Pierre Benoît fait un triomphe avec La Châtelaine du Liban. Aussitôt, Bernard Nathan achète les droits et finance son adaptation. Il parvient à attirer des réalisateurs de renom comme Marcel L'Herbier ou Henri Diamant-Berger. Le rythme s'accélère. Pour s'agrandir, c'est là que Bernard Nathan rachète au 6 rue Francoeur les locaux des Grands Bazars du bâtiment. 3 grandes galeries de 3 étages qui deviendront le cœur de son empire. L'inauguration des studios Francoeur en présence du Tout Paris en 1927, puis le rachat de Pathé en 1929 sont 2 nouvelles marches dans son ascension. Bien décidé à construire une major à l'américaine, Nathan acquiert de nouveaux studios et des salles qu'il adapte au parlant. Comme à Hollywood, il fait signer des contrats d'exclusivité. Charles Vanel est engagé pour 4 films, Gaby Morlet pour 3. En 1930, il fait signer un jeune premier, Jean Gabin. Il ne veut rien rater. Nathan crée la première compagnie de télé française, investit dans une station de radio. Et 2 ans plus tard, nouveau coup de maître. Il fait réaliser Les Croix de bois, d'après le best-seller de Raymond d'Orgelès sur la guerre des tranchées. Les 500 figurants sont d'anciens poilus. On reconstitue le son des canons, les combats, comme si on y était. Le 17 mars, pour l'avant-première du film, le président de la République Paul Doumer en personne a fait le déplacement. Il apparaît sur les photos près de Bernard Nathan, impeccable en smoking. Le film fait le tour du monde. Rien ne semble pouvoir résister au tsar du cinéma, comme on le surnomme désormais. Pourtant, des nuages de plus en plus noirs vont bientôt assombrir son destin. Entre 1930 et 1935, la firme Pathé Nathan semble à son apogée. Plus de 70 longs métrages sont produits. Bernard Nathan, son patron, s'attache de brillants réalisateurs. Raymond Bernard, Jean Grémillon, Maurice Tourneur. Sur les écrans, Rému donne la réplique au jeune Fernandel. La star Harry Bor, dans le rôle de Jean Valjean, fait face à Charles Vanel, dans celui de l'inspecteur Javert. Nathan a endossé la panoplie d'un nabab du cinéma, avec la grande vie qui va avec.
Il a acheté un hôtel particulier à Paris, fait construire une villa en Bretagne, une autre dans le Var et acquis un château en Sologne. Les Nathan, qui ont 2 filles, organisent des bals masqués, des parties de chasse. Au garage, Bernard Nathan, qui aime la vitesse, a 3 ou 4 voitures, dont une Bugatti noire. Ultime détail, une même clé ouvre les portes de toutes ses propriétés et de ses bureaux parisiens. L'efficacité, toujours. À première vue, tout va bien, Madame la Marquise. Mais un vent mauvais, déjà, s'est levé. La chute de Wall Street, la bourse américaine en 1929, atteint la France avec 2 ans de retard. Le chômage grimpe, le public déserte les salles, le cinéma entre en crise. Gaumont, l'ancienne grande rivale de Pathé, met la clé sous la porte. Les banques font pression pour récupérer leurs prêts. Les investissements de Nathan n'ont pas encore livré tous leurs fruits. Il doit réduire la voilure. Pour rembourser ses emprunts, il vend des actifs, transfère de l'argent entre ses sociétés. Et voilà que la presse financière lance des rumeurs de banqueroute. Nathan se bat bec et ongle, mais ce qui serait une péripétie pour un capitaine d'industrie bien français prend de toute autre proportion pour un juif né à l'étranger. Dans la France des années 30, qui voit la montée d'une extrême droite xénophobe et antisémite, on va très bien se souvenir de ses origines. En février 1934, l'écrivain Paul Morand se plaint, je le cite, de l'envahissement du cinéma national par des étrangers, des pirates naturalisés qui se sont frayés un chemin parmi l'obscurité de l'Europe centrale et du Levant jusqu'aux lumières des Champs-Élysées. Une allusion au cousu de fil blanc. Et le prélude à un déferlement d'attaques haineuses et de fausses informations. Des fake news, dirait-on aujourd'hui. Des articles de presse inventent des détails sur la carrière du producteur. Sous prétexte qu'il a été condamné en 1911 pour avoir diffusé des films un peu olé olé, on en fait un pornographe. On prétend qu'il jouait lui-même dans des films indécents. Son frère lui prête main forte dans la compagnie, on l'accuse de noyauter le cinéma français. Il aurait aussi planqué le magot d'une escroquerie en Normandie. Il se serait enfui après avoir écrasé un cycliste. Autant de pures affabulations et jamais la moindre preuve. Bernard Nathan l'ignore encore, mais le compte à rebours est enclenché. En 1935, après un examen biaisé des comptes de Pathé Nathan, on le force à quitter la tête de la société. Le producteur a beau expliquer que les salles de cinéma restent bénéficiaires, que les studios tournent pour les autres producteurs, que la firme possède de nombreux actifs. Rien n'y a fait. Alors, du jour au lendemain, son nom est effacé de l'affiche. Terminé Pathé Nathan. Retour à Pathé Cinéma. La firme, dont la faillite est confirmée en juillet 1936, ne cessera en réalité jamais de fonctionner, preuve qu'elle n'avait pas été si mal gérée. Mais pour Nathan, la pression ne retombe pas. Des plaintes ont été déposées. On le compare à Stavisky, cet escroc juif qui a ruiné des épargnants et corrompu des hommes politiques, déclenchant un énorme scandale. En 1938, il semble rebondir. Paramount lui confie la gérance de ses studios de Saint-Maurice. Mais le 20 décembre, tout s'écroule. La police vient sonner à la porte de son hôtel particulier. Il est conduit à la prison de la Santé. Son procès s'ouvre en mai 1939. L'écrivain Raymond d'Orgelès défend Nathan, qui a fait travailler, dit-il, tous les metteurs en scène de France, sortant les plus grands films, lançant les plus grandes vedettes et créant en France le circuit de cinéma le plus important et le seul qui était viable. Dans un réquisitoire virulent, le substitut dénonce, lui, un margoulin de la pire espèce dont la carrière, commencée dans l'ordure, s'achève aujourd'hui dans la honte. Le 2 juin 1939, Bernard Nathan est condamné à 4 ans de prison. Un verdict lourd au vu des faits. En réalité, une seule manœuvre frauduleuse sera prouvée et admise par Nathan. Une vente fictive entre 2 de ses sociétés pour rembourser un prêt aux banques sans aucun enrichissement personnel. Nathan, depuis sa cellule, médite sur son rêve brisé. Le 14 juillet 1939, il fête son premier anniversaire en prison. Il a 53 ans. Mais après l'été, c'est une nouvelle angoisse qui l'étreint. Avec horreur, il voit arriver la guerre, lui le vétéran des tranchées. Il propose de s'engager à nouveau, on lui refuse. Au fil des nouvelles qui filtrent dans sa prison, il apprend comme dans un cauchemar la défaite, l'arrivée au pouvoir de Pétain et les premières lois anti-juives. Jusqu'où iront-ils ? Les Juifs sont exclus du monde du cinéma, interdits de production, de distribution et de mise en scène. Les réalisateurs Marcel L'Herbier et Claude Autant-Lara
se réjouissent sans complexe. Enfin des conditions agréables de travail, maintenant que les Juifs et les étrangers sont mis à l'index. Nathan est un proscrit. Ses biens sont placés sous séquestre. Il dort en prison. Mais pour ses ennemis, ce n'est pas encore assez. En septembre 1941, alors que Bernard Nathan est incarcéré depuis près de 3 ans, un nouveau pas est franchi dans la haine. L'exposition Le Juif et la France est inaugurée en grande pompe à Paris. Dans une première salle, on apprend à reconnaître les Juifs. Ils ont des oreilles larges, massives et décollées, une bouche charnue, des lèvres épaisses. Dans la deuxième salle, on découvre comment ils auraient accaparé le cinéma français. Une série de photos désigne les coupables. Le plus grand cliché, c'est un portrait de Bernard Nathan. En mars 1942, Nathan est déchu de la nationalité française. Oublié son engagement dans la Légion étrangère et sa croix de guerre. Le 21 septembre de la même année, alors qu'il a purgé sa peine et doit être libéré, il est désormais considéré comme un juif étranger et apatride. À sa sortie de prison, il est remis aux Allemands. Le 25 septembre, en gare de Bourget-Drancy, on le fait monter dans un wagon à bestiaux. À 8h55, le train s'ébranle, destination Auschwitz. On ne reverra plus jamais Bernard Nathan. Ainsi s'achève le tragique destin d'un génie du cinéma français. Mais l'injustice, hélas, ne s'arrête pas là. Ainsi que le souligne notre invitée, l'historienne Dominique Missika, qui publie aujourd'hui une remarquable enquête qui nous a permis de nourrir ce récit. En 1994, une exposition est consacrée à Pathé, premier empire du cinéma au Centre Pompidou. Rien sur le rôle de Nathan. Pire, le catalogue évoque laconique la période controversée de Bernard Nathan. Plus choquant encore, dans le dictionnaire des films édité en 1995 par Larousse, Bernard Nathan, alias Nathan Tanenzaf, un Roumain qui s'était principalement illustré jusqu'alors dans la réalisation de films pornographiques. En réalité, pendant plus d'un demi-siècle, on a recopié l'histoire du cinéma, rédigée en 1943 par Maurice Bardèche et Robert Brasiliac, 2 collaborationnistes acharnés. Il faut attendre la fin des années 90 et les travaux d'un jeune historien, Gilles Willems, pour que soit reconnue la contribution majeure de Bernard Nathan dans la réussite de Pathé. En 2013, une plaque est installée dans la cour de ses anciens studios de la rue Francoeur, qui abrite aujourd'hui la prestigieuse école de cinéma de la Fémis. On rend hommage enfin à Bernard Nathan, qui installa en ces lieux, lit-on, le premier groupe cinématographique des années 30. 70 ans après son assassinat, il était temps que la vérité soit établie. Europe 1, historiquement vôtre. Dominique Missika, merci d'être resté avec nous. Je racontais le long, très long parcours qu'il a fallu pour que la lumière soit faite sur l'injustice dont Bernard Nathan fut la victime. Une plaque en son honneur a donc été installée rue Francoeur dans la cour de la Fémis. Qu'en est-il en revanche pour Pathé ? Depuis l'exposition 94, où il n'a été que très sommairement cité, je le disais, l'entreprise a-t-elle admis le rôle non négligeable de Bernard Nathan à ses débuts et pour son prestige ? À ma connaissance, non, je ne crois pas. C'est tellement difficile de faire face à ce passé. Je crois qu'il faut inlassablement y travailler, étudier, et que beaucoup n'ont pas le courage d'affronter ce qui a été. Il n'y a pas besoin de juger, il y a besoin d'étudier, de raconter, de savoir ce qui s'est passé. Peu importe, aujourd'hui nous sommes en 2023, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour apprendre, étudier, rendre compte. Il faut faire face. Bernard Nathan a combattu pour la France et a apporté une contribution majeure à son rayonnement cinématographique. Est-ce que le pays l'a enfin reconnu et rendu des hommages officiels et publics ? Est-ce qu'on lui a rendu, ne serait-ce que pour la mémoire, sa nationalité française, sa croix de guerre ? Je crois que le tragique dans cette histoire de Bernard Nathan, c'est que, mort à Auschwitz, il n'a plus personne, si ce n'est sa veuve et ses filles et ses petites-filles aujourd'hui, pour le défendre. Qui va se soucier de Bernard Nathan ? Qui va essayer de lui rendre sa place ? Mais personne n'y a intérêt. Personne. Pourtant, c'est un symptôme de cette tragédie,
Une tragédie vraiment française des années 30. Oui, mais est-ce que vous le savez parfaitement, le choc du chagrin et de la pitié en 1971, qui est interdit à la télévision et qui montre une autre France, celle, comme vous l'avez raconté dans votre récit, du palais Berlitz, où on apprend aux écoliers français à reconnaître un juif et où on dit que, en grosses lettres, que les juifs sont maîtres du cinéma français. Quand on voit ces images-là, est-ce qu'il n'est pas temps de les regarder avec, oui, avec attention? Et je crois que l'histoire a besoin d'être écrite, racontée comme vous le faites, parce qu'on n'en a pas envie. Qui a envie de se souvenir que le cinéma des années 30 a été à la fois glorieux et pas terrible, je dirais, assez, lâche et voilà, on n'a pas envie. Mmh. Donc oui, je force, le destin un peu à regarder en face l'histoire du cinéma français. Pour lancer ces sociétés, Nathan change son nom afin de le franciser et ainsi simplifier ses affaires. Ce sera d'abord, vous le rappelez dans votre ouvrage, l'affaire Bernard Nathan, les années sombres du cinéma français. Théodore Nathan, avec un H, puis Bernard Nathan, sans H. Outre cet aspect pratique, c'est aussi par souci de... Est-ce qu'il voulait dissimuler ses origines dans cette France d'avant-guerre? Je crois que Bernard Nathan est un patriote. Il est heureux et il veut rendre, vraiment remercier la France, le pays des droits de l'homme, le pays qui a réhabilité, Dreyfus, le pays de Victor Hugo, le pays des droits de l'homme, qu'il a défendu en s'engageant dans la Légion étrangère en 14, et il veut à tout prix être français. Alors pour être français, c'est vrai que quand vous vous appelez Naoum Tanenzaf, c'est pas Mmh. pratique. Il n'y a aucune volonté de dissimuler. Il y a une volonté de remercier la France de l'avoir Mmh. accueilli et de faire rayonner tout ce qui est beau dans cette France qui l'a accueilli. Et je crois que ce patriotisme est ce qui va le blesser le plus, mais je crois le plus violemment, c'est sa déchéance de nationalité, comme vous l'avez raconté en 42. Mmh. Se voir retirer cette nationalité française, c'est ce qu'il y a de plus cruel pour lui, sans Mmh. doute. Avoir été privé de sa société, d'avoir été privé de ses biens, privé évidemment de sa femme et de ses filles, ses poupées, comme il les appelle. Oui, tout ça est terrible. Mais qu'on lui retire la nationalité française, ce mot de déchéance de nationalité française. Mais oui, c'est la déchéance d'un homme, et je trouve que c'est ça qui est le plus poignant dans son Mmh. histoire. Pour tous les juifs qui fuyaient les pogroms d'Europe centrale, il y avait une expression qui disait «heureux comme Dieu en France», et c'est vrai, je racontais qu'à peine débarqué en France de sa Moldavie natale, Bernard Nathan, parce qu'en Roumanie, on parlait parfaitement le français, lui le parlait, presque sans accent. Est-ce qu'on en sait plus, Dominique Missika, sur son éducation? Alors, malheureusement, les traces sont vraiment minimes. Ce que l'on sait, c'est qu'il est allé à l'université de Iași. Donc c'est quelqu'un qui est éduqué, qui n'est pas du tout, comme on l'a montré dans la légende noire, venu du fin fond des Carpates, en espadrille. Mmh. Non, c'est un jeune homme d'une famille de la petite bourgeoisie. Il est curieux, il fait des études de chimie, donc on peut supposer que, il est, non seulement cultivé, mais je crois surtout qu'il est un fou de nouveautés, de Mmh. curiosité. Il a une curiosité pour tout ce qui est Mmh. nouveau, pour toutes les machines, pour le progrès, et je crois que c'est ça qui l'attire Mmh. à Paris, et évidemment, il est attiré par l'image animée qui est quand même la révolution du début du XXe siècle. Oui, c'est ça, il avait déjà un goût prononcé pour le cinéma avant même son arrivée en France. À l'évidence, parce que, je crois que, on ne s'improvise pas, ingénieur. Je crois que s'il avait pu, il aurait continué et rêvé de comprendre comment fonctionnent les machines. Je crois que c'est un homme vraiment du début du XXe Mmh. siècle, friand de découvertes, d'inventions, de nouveautés, de progrès. C'est l'aube du XXe siècle, on y croit, hein, et il y Mmh. croit. Mmh. D'ailleurs, c'est un peu comme une success story à l'américaine. C'est plus difficile en France, mais Bernard Nathan entre dans le milieu du cinéma par la petite porte. D'abord, il nettoie les films, projectionniste. C'est une volonté ou le hasard qui le pousse à cette rencontre entre le cinéma
qu'il allait bientôt révolutionner d'ailleurs. Ah, je crois que il est un véritable entrepreneur comme Marcel Dassault, comme Citroën, comme André Citroën, comme Coty. Il a chevillé au corps le désir de réussir et en plus de divertir, de s'amuser, de découvrir le monde. Et je crois qu'il était fasciné par l'Amérique. D'ailleurs, il va y aller et il va ouvrir un bureau pour le film français à New York, au Rockefeller Center. Donc, c'est pas par hasard que dès son arrivée à Paris, il se précipite, et je trouve amusant, c'est anecdotique, mais j'y tiens, qu'il trouve un appartement à Maison-Alfort, rue de la Belle-Image. Donc oui, tout est placé sous le signe du cinéma, parce que le cinéma, c'est la révolution du XXe siècle, Mmh. c'est évident. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un homme qui a une vraie stratégie, vous l'avez dit, c'est un entrepreneur. Il rationalise, il innove, il multiplie les supports et les activités pour se hisser au plus haut niveau dans le cinéma français. Son objectif est atteint, mais plus que la France, son but ultime, son rêve absolu, c'était de rivaliser, voire de surpasser les studios hollywoodiens. Il rêve d'Amérique. On a du mal à imaginer, mais je crois que Hollywood, à Paris, c'était le rêve de Bernard Nathan. Et quelque part, il y est arrivé. Joinville, les studios de Joinville, les studios Franqueur, on y tourne 7 jours sur 7 sur des plateaux, les plus grandes vedettes. A-t-on besoin d'être à Hollywood pour tourner autant de films avec des plus grandes vedettes? Donc il est vraiment mogul, comme vous l'avez dit, le premier nabab Mmh. français. Moi, je suis admirative parce que, en effet, il arrive comme laveur de films, et il est au firmament, dans les années 30, du cinéma français. Je trouve que c'est quand même une réussite fulgurante, une ascension qu'il doit, à mon avis, à la fois à son sens des affaires, son sens des affaires. Il est épaulé par Marcel, parce qu'il ne Mmh. faut pas l'oublier. Son épouse est extrêmement énergique, le soutient. Elle a quelque chose, elle aussi, d'engagé. J'aime ce couple d'entrepreneurs. Ils sont audacieux, ils n'ont pas froid aux yeux. Alors effectivement, ils ont l'air un peu de nouveaux riches. Oui, d'accord, un peu de Mmh. parvenus peut-être, mais parce que la richesse leur vient soudainement, mais à force de travail. Donc, c'est une sorte de success story fortement méritée. Mmh. Dominique Messica, on a l'impression que Bernard Nathan a toujours un coup d'avance, qu'il doit d'ailleurs à son flair hors pair. Mais le krach boursier américain et ses répercussions 2 ans plus tard en France ont rebattu les cartes. Cette fois, il n'a rien vu venir ou il s'est montré trop confiant dans l'avenir, selon vous? C'est j'ai beaucoup, ce personnage m'a vraiment, hantée pendant, ces 3 dernières années, parce que j'ai du mal à saisir, qui il était. Il a laissé peu d'écrits, il a donné quelques interviews, mais c'est un homme de l'ombre, et donc j'ai du mal à sentir si, en effet, lui qui est si, doué pour les affaires, ne voit pas arriver la crise. Alors je crois qu'il la voit arriver, il est confiant dans une sorte de bonne étoile, il se dit que, jusqu'à présent tout lui a réussi, pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas? Peut-être aussi est-il aveuglé un peu par, sa réussite, et qu'il ne c'est possible. Je crois aussi que, il y a, comme cela arrive, une sorte de fuite en avant. Il est Mmh. joueur quelque part. Quand vous êtes producteur, vous êtes obligé d'être joueur. C'est un Vous pari sur l'avenir en C'est un permanence. pari sur l'avenir, donc il peut pas faire marche Mmh. arrière. Il est trop engagé, et c'est vrai que à moderniser toutes les salles de cinéma, à lancer, 30 films, tous azimuts, et cetera, oui, c'est fragilisé. Mais la crise, elle arrive en effet 2 ans après la crise Mmh. de Wall Street. On peut espérer que ça va passer au fond. Mmh. C'est un réflexe, moi je trouve légitime, genre: «Bah, je vais m'en sortir, c'est pas plus compliqué que ça». Peut-être, a-t-il été aveugle, c'est Mmh. possible, mais je crois que c'est très difficile, et c'est vrai que j'ai essayé pendant dans ce livre de me mettre à sa place, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé,
non pas du point de vue de ses détracteurs, de ses ennemis, comme la presse en est pleine, mais de son point de vue à lui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Bernard Nathan? Mmh. Il y a une chose qui nous paraît étrange aujourd'hui, c'est alors qu'il avance tous les arguments possibles pour rassurer et demeurer à la tête de Pathé Nathan, il est évincé sans ménagement. Au-delà des infamies et des manœuvres mises en œuvre par ses adversaires et par la presse pour forcer cette dépossession, quel motif a avancé la justice française pour imposer une telle mesure? Alors, je crois qu'il faut qu'on se remette, et c'est très difficile, dans l'atmosphère des années 30. On est en plein marasme, les affaires d'escroquerie se multiplient. Il y a eu l'affaire de la banquière Martano, le suicide de Stavisky, cet escroc juif qui a défrayé la chronique et a montré que le pouvoir avait été largement corrompu. Bref, on est dans une atmosphère de banqueroute, de faillite, d'escroquerie. Donc, Bernard Nathan, il est un bouc émissaire idéal. Il a tout contre lui et, en effet, la justice croit tenir un scandale. Or, il n'en est rien, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de malversation, il y en a une seule. Il n'y a pas de ruine de rentier, il n'y a qu'une affaire financière, une simple affaire d'escroquerie. Sauf que l'atmosphère est telle, que je dirais une atmosphère hystérique, on pourrait aller jusque-là, que la justice croit tenir l'affaire du Mmh. siècle. C'est aussi simple que ça, et les manœuvres les plus tortueuses vont exister. Et je crois que Bernard Nathan, là-dedans, il est pris dans une sorte d'étau dont il ne peut pas se Mmh. sortir seul. Il ne bénéficie d'aucun Et soutien. pire que ça, vous racontez dans votre livre le revirement de Charles Pathé à l'égard de Bernard Nathan, alors qu'il lui avait autrefois cédé sa place à la direction de la société. Oui, là aussi, Charles Pathé qui cède son empire, enfin ce qu'il en reste à Bernard Nathan, avec une sorte un peu de dédain, se rend compte soudain que le cinéma parlant est source d'extraordinaires bénéfices, que de moderniser les salles, produire des films qui plaisent au public, et bien que c'était une excellente idée. Et donc, Charles Pathé qui va Mmh. commencer, avec l'aide du monde des affaires, à essayer de récupérer ce que a réussi à Mmh. créer Bernard Mmh. Nathan. C'est une sorte de revanche de ceux qui n'ont pas cru au succès du cinéma Mmh. Mmh. français. Quand la plupart pensaient que Hollywood dominerait, que le cinéma parlant ne marcherait pas et ne plairait pas, bah oui, Bernard Nathan a prouvé le contraire. Bah maintenant, on a envie de récupérer ce qu'il a Mmh. réalisé. Mmh. Dans ce climat délétère que vous racontez, où les langues antisémites se délient, où la presse se déchaîne et puis les concurrents même s'activent pour faire tomber Bernard Nathan. Moi, je citais la défense de l'écrivain Raymond Dorgelès. Est-ce qu'il y en a d'autres l'ont défendu, ou est-ce que ils ont tous hurlé avec les loups? C'est aussi ce que j'ai éprouvé en lisant cette presse si haineuse. Mais où sont passés tous ceux qu'il a fait travailler? Tous ceux qui ont écrit des scénarios, qui ont tourné pour lui, qui ont profité Mmh. de ses largesses, Et les invités de la soirée de il y 1927, a ils plus sont où? personne, il y a plus personne. Je trouve que cette solitude qui, tout d'un coup, lui éclate à la figure, je la trouve mais absolument atroce. Mmh. Voilà, plus personne ne se souvient de lui, alors que on courait, après ses invitations. Eh bien, il y a plus personne. Il y a Roland Dorgelès, oui, qui lui reste fidèle, mais au fond, l'ingratitude, la lâcheté et oui, c'est ça, c'est ça qui m'a dégoûtée, je crois, dans cette histoire. C'est l'abandon dans lequel il se Mmh. trouve, et lui-même, les rares lettres qu'il écrit à son frère en prison, on le sent, cet abandon.
C'est un abandon. Sincèrement, je trouve que c'est la chute d'un homme qui a été adulé et dont on ne se soucie plus, voire que on lui enfonce la tête sous l'eau. Mm. Merci beaucoup, Dominique Missika, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Bernard Nathan. Je rappelle le livre que vous lui consacrez et qui nous a permis de nourrir le récit aujourd'hui. L'affaire Bernard Nathan, les années sombres du cinéma français, qui vient tout juste de paraître aux éditions de Noël. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.